Donc là, maintenant, on est sur la logique du référentiel. La problématique qui va être la vôtre, avec ce BTS, ce référentiel présenté un peu de manière différente par rapport à l'ancien, comment on peut finalement s'en servir en tant qu'enseignant. Et c'est ce que va nous expliciter donc Madame Guyot. Bonjour à tous, merci. Donc Alexandra Almimov. Moi, je ne suis pas professeure et c'est pour ça que je ne vais pas expliquer comment on lit ce référentiel, malgré ce qu'a présenté Madame Gagné, que je remercie. Je vais juste servir de support et je vais, en quelque sorte, permettre à un professeur, Madame Guyon, qui, elle, a vraiment dû entrer dans ce référentiel pour tout simplement construire ses cours. Parce que si moi je vous disais on va le lire comme ci ou comme cela, vous pourriez me dire que c'est quelque part un discours d'inspecteur. Non, là, on va être très concret. Bon, vous avez certainement déjà eu le référentiel en main, hein, celui qui est paru au mois de janvier. Maintenant, il s'agit de le transformer en cours dans vos classes. Alors, on va passer très très vite sur les premières diapos parce qu'elles reprennent ce que Madame Gagné a présenté. Grosso modo, on a voulu faire une petite symbolique au départ en vous montrant ces engrenages parce que dans le référentiel, on a l'impression qu'il y a des paragraphes ou des parties différentes, mais tout s'emboîte, tout s'enchaîne. Si je me sers là de petits pointeurs, les tâches et activités, c'est du domaine du professionnel, c'est le RAP, le référentiel des activités professionnelles. Les blocs de compétences, ça c'est le gros morceau du référentiel de compétences, ce que vous allez enseigner, ce que nous a explicité tout à fait brillamment notre collègue Madame Crochemar. Ces compétences, bien sûr associées au savoir, puisque l'un ne va pas sans l'autre, et avec des indicateurs d'évaluation. Ça, on n'en a pas encore complètement parlé, et c'est ce sur quoi Madame Guyon va donc un petit peu s'attarder, mais pour le bien-être de la pédagogie, bien évidemment. On va prendre un exemple. Alors peut-être que certains parmi vous ont leur référentiel sous la main, imprimé. Nous allons aller dans le bloc 3, celui sur les biens immobiliers et l'entreprise. On sera particulièrement dans le domaine de l'immobilier et on sera sur la tâche numéro 2. Bon, petit rappel du bloc 3 qui se situe dans le paysage de l'ensemble des blocs selon la structure présentée par Madame Gagné à l'instant. Donc, on va aller sur l'exemple concret de l'activité 2 du bloc 3. L'activité 2 étant celle de la pratique des baux d'habitation, baux professionnels ou baux ruraux. Alors, vous allez me dire, pourquoi a-t-on choisi cette activité-là? Parce qu'elle était simple et pas très longue et qu'elle tenait sur une diapositive. Cela dit, n'importe quelle activité de n'importe quel bloc 2 et 3, mais on pourrait aussi le faire pour le 1, par exemple, donc tous les blocs professionnels, s'articulent de la même façon. Donc, ce qu'on va vous expliciter là, enfin surtout ce que Stéphanie Guyon va vous expliciter là, se reproduit à tous les coups. Donc, ce n'est qu'un exemple. Attention, hein, nous ne travaillons pas là exclusivement pour préparer le cours sur la pratique des baux. Nous travaillons pour comment lise-t-on ce référentiel, quel que soit le cours, l'activité que vous allez devoir traiter ensuite. Stéphanie, alors vous, en tant que professeur, vous rentrez dans ce référentiel. Qu'est-ce que vous faites? Alors, effectivement, pour pouvoir comprendre l'articulation de ces différentes colonnes qui détaillent finalement les blocs de compétences, nous pouvons marquer dans la première colonne que nous faisons un lien avec le référentiel des activités professionnelles, c'est-à-dire le RAP. Ensuite, l'objectif est donc de faire acquérir des compétences listées dans la deuxième colonne en prenant appui sur des savoirs, c'est-à-dire des notions juridiques. C'est ce qu'a rappelé notre collègue Lorena Crochemar, c'est-à-dire que les compétences, elles intègrent forcément des connaissances. Et donc, très concrètement, lorsque finalement je veux faire acquérir la compétence analyser un bail déjà conclu, la première compétence, eh bien, les étudiants devront maîtriser les droits et obligations des parties, c'est-à-dire les preneurs, les bailleurs, mais aussi tout ce qui concerne le régime de droit commun, les régimes spécifiques du bail rural, du bail d'habitation et du bail professionnel. La deuxième compétence, elle va mobiliser également les savoirs qui sont précisés dans la dernière colonne, puisqu'effectivement, ici, il faut reprendre l'ensemble de ces règles juridiques pour
pour pouvoir établir, rédiger un bail pour les besoins du client. Dans d'autres activités, vous verrez qu'en fait, ces notions sont ventilées entre une ou plusieurs compétences. Donc là, l'exemple de l'activité de pratique des baux montre que chaque compétence mobilise tous les savoirs. Notez que l'apprentissage du droit notarial est mis en œuvre dans le cadre de contextes didactisés, ce qui permet aux étudiants de traiter des dossiers très concrets. Alors, comment contrôler l'acquisition des compétences? Dès que l'étudiant a validé chaque indicateur en lien avec la compétence visée, nous pourrons affirmer que la compétence est acquise. Par exemple, lorsque les étudiants savent identifier les parties, qualifier le bail, déterminer le contenu et évaluer la durée, nous pouvons attester que les étudiants ont acquis la compétence analyser un bail déjà conclu. Pour la deuxième compétence, qui est beaucoup plus large, il sera nécessaire de valider l'ensemble des indicateurs d'évaluation, c'est-à-dire reprendre le premier indicateur, identifier les parties, qualifier le bail, etc., mais aussi l'établissement de la liste des pièces nécessaires à la rédaction du bail et la mise en œuvre des demandes, le choix pertinent et l'adaptation des clauses à la situation, et enfin la réalisation des formalités liées à la conclusion du bail. Dernier point, l'apprentissage, l'acquisition, de ces compétences permettront aux futurs titulaires du BTS CJN de réaliser les différentes activités, les différentes tâches qui lui seront confiées dans le cadre de ces activités professionnelles. Et donc, on revient sur la première colonne. Dernière observation sur ce tableau, en fait, ce qui me guide en tant qu'enseignante, c'est que finalement, la troisième colonne, c'est-à-dire celle des indicateurs d'évaluation de compétences, c'est vraiment la jonction entre les compétences, je dois accompagner mes élèves pour acquérir ces compétences, et la colonne des savoirs, c'est-à-dire des notions juridiques. Cette colonne des indicateurs d'évaluation est donc très concrète pour moi, pour savoir finalement comment je mets en action mes étudiants. Donc, en fait, concrètement, vous êtes en train de nous recommander, quand on prépare nos cours, plutôt quand vous préparez vos cours, d'entrer par cette colonne indicateur d'évaluation, c'est cela? Oui, effectivement, et de permettre de faire le lien, un lien assuré entre l'acquisition de compétences en prenant appui sur les notions juridiques. Pour ainsi dire, on n'oublie rien si on passe par là. Exactement. Alors, on a aussi quand même un autre document que vous n'avez pour l'instant pas encore reçu, mais qui vous sera bien sûr envoyé, comme le disait notre collègue Jean-Charles Derré tout à l'heure, nous sommes dans un processus de formation hybride, du distanciel, du présentiel, mais également une plateforme un site internet, plutôt qu'une plateforme, parce que ce sera ouvert à tous, de ressources sera mise à votre disposition, et en amont même de l'ouverture de ce site internet, vous aurez, bien sûr, en tant que participant au séminaire, vous aurez tous les documents qui vous seront nécessaires, notamment celui-ci. Donc, nous allons publier un guide d'accompagnement pédagogique. Un guide d'accompagnement pédagogique, comme son nom l'indique, ce n'est pas un référentiel. Soyons très clairs, il s'agit d'un document d'accompagnement, d'un document plus libre. Alors, plus libre pour ses auteurs, mais aussi plus libre pour ses lecteurs. Ce n'est pas le référentiel, il n'est pas publié au JO, il n'a pas force de droit, il n'a pas force obligatoire. Pour autant, c'est un document qui peut s'avérer extrêmement utile parce que c'est un document de conseil pédagogique et de conseil didactique. Alors, on va vous en présenter avec Stéphanie quelques éléments, une sorte de teasing un petit peu comme si on faisait la publicité du prochain best-seller du BTS Notariat, mais on l'espère que ce sera le prochain best-seller du BTS Notariat. Dans ce guide pédagogique, alors évidemment, on va reprendre les éléments du référentiel. Le guide pédagogique est un peu plus libre, mais il n'en reste pas moins totalement soumis au cadre du référentiel. C'était notre cahier des charges. Donc, il va préciser les fameuses modalités pour valider ces indicateurs d'évaluation que vous nous avez présentés comme étant des éléments essentiels de construction de cours. Oui, tout à fait. Il va aussi permettre de contextualiser les savoirs associés que Madame Crochemar nous a présentés comme étant quelque chose d'absolument indissociable de ces compétences à acquérir. Mais il va aussi nous donner quelques conseils, comme par exemple indiquer la limite des notions juridiques et de la difficulté du traitement des dossiers. Il est vrai que quand on voit la colonne des savoirs associés,
alors je vais avoir un vocabulaire un petit peu mercatique, excusez-moi, commercial, dirons-nous. Vous avez la largeur de la gamme, mais vous n'avez pas la profondeur de la gamme. Là, d'une certaine façon, vous donnez des conseils sur jusqu'où aller, ce qui reste néanmoins de la liberté pédagogique de l'enseignant en fonction de son groupe classe, bien évidemment. Vous allez aussi trouver dans ce guide d'accompagnement pédagogique des conseils, notamment quant à la contextualisation didactique, partir sur des contextes réels, et également quelques pistes de démarche pédagogique pour vous donner des idées, tout simplement. Et alors, chose également fondamentale, c'est transversalité. Le référentiel est bien sûr construit par chapitre d'une certaine façon, par bloc, par morceaux qui peuvent paraître séparés. On a dit en tout début de diapositive de ce petit diaporama que tout était intriqué, que tout était en engrenage. Il y a donc forcément des transversalités. Le monde du dossier en études notariales n'étant pas un monde fait séparé de techniques, de droit, d'immobilier, d'entreprise ou de famille. Les dossiers peuvent évidemment être pluriels, multiples, et les transversalités, qui ne sont pas nécessairement visibles au premier coup d'œil sur une lecture, j'allais dire, longitudinale du référentiel, deviennent visibles parce que explicitement mises en valeur dans le guide pédagogique. Alors maintenant, allons voir ce fameux guide pédagogique. Bon, on va voir un tout petit extrait, hein, bien évidemment, puisqu'il est un petit peu long. Alors, petit extrait, ça peut paraître un petit peu rugueux, comme cela. Certes, nous ne sommes pas dans la diapositive animée avec des applaudissements. Nous imaginons les applaudissements que vous faites vous-même derrière vos écrans. On vous présente nos excuses, Stéphanie et moi, pour une présentation, comment dire, un peu plus sobre. Voilà. Alors, ce premier élément, Stéphanie, je crois qu'au début, nous commençons par l'explicitation du référentiel dans le guide d'accompagnement pédagogique. Oui, effectivement. Alors, donc, ce guide pédagogique, si l'on reprend, vous voyez, la première compétence, vous repérez la première compétence présentée tout à l'heure dans le référentiel, donc analyser un bail déjà conclu. On vous a mis en jaune, donc dans le paragraphe, finalement, quelles sont les informations qui vont pouvoir nous aider finalement à justement mettre en action les indicateurs d'évaluation. Donc, on retrouve les indicateurs d'évaluation dans le guide pédagogique, mais ils sont finalement étoffés, précisés, et avec l'utilisation d'autres verbes directeurs, cela me donne des informations finalement pour vraiment mettre en œuvre, mettre en action ces indicateurs d'évaluation. Par exemple, avec des formulations telles que, pour cette première compétence, donc je suis au début du deuxième paragraphe, les étudiants doivent être en mesure de qualifier le bail, d'identifier les parties en présence et de repérer les principales clauses d'ordre public qui sont ensuite précisées entre parenthèses. Et puis, par exemple, si on reprend la deuxième compétence, qui est établir un bail en veillant à la protection des parties, bien, vous voyez qu'on reprend ces informations évidemment liées au premier indicateur d'évaluation et ensuite on vient approfondir ces indicateurs d'évaluation puisqu'il est précisé toujours dans ce deuxième paragraphe que les étudiants doivent être à même d'en déduire les conséquences sur le traitement du dossier conduisant à la rédaction de l'acte authentique visé par les clients. Puis un peu plus loin, dans le troisième paragraphe, le professeur peut entraîner les étudiants à choisir parmi une liste de clauses proposées là où les clauses pertinentes en fonction du contexte. Le professeur propose la rédaction de clauses d'un bail à conclure. Donc ici, finalement, on est bien dans des informations qui viennent préciser le troisième indicateur d'évaluation que nous avons dans le référentiel. Donc, c'est vraiment un accompagnement pour pouvoir nous guider, nous, professeurs, mais dans le cadre de l'application de ces savoirs pour pouvoir acquérir ces compétences pour nos étudiants. Et enfin, dernier paragraphe, vous l'avez repéré, j'imagine, les étudiants détaillent et réalisent les différentes formalités postérieures à l'égard des parties et des organismes partenaires. Donc, il explicite davantage le quatrième indicateur d'évaluation. Alors, autres éléments que nous vous avions promis dans ce guide d'accompagnement pédagogique, les savoirs associés. Les savoirs associés ne sont bien sûr pas oubliés dans le guide d'accompagnement pédagogique.
Dans chaque activité traitée dans le guide, toutes les activités étant traitées, bien évidemment, vous retrouvez mention, explicite ou implicite, mais mention en tout cas de tous les savoirs associés. Vous n'en loupez pas un en suivant le guide d'accompagnement pédagogique. Alors, qu'est-ce que ça donne pour cet exemple de l'activité numéro 2 sur la pratique des baux? Alors, ici, effectivement, nous retrouvons tous les savoirs qui sont listés donc, dans la 4e et dernière colonne du référentiel. Alors, parfois, ces savoirs sont repris tels quels. Par exemple, ici, vous voyez surligné en rose au début du 2e paragraphe les différents baux, donc le bail d'habitation, le bail professionnel ou le bail rural. Mais parfois, ces savoirs sont bien sûr reformulés. Par exemple, ici, on parle des parties en présent, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas tel quel preneur et bailleur, mais ça paraît évident quand on est dans cette activité 2, donc la pratique des baux. Et dans le 3e et le 4e paragraphe, vous notez que finalement, on rattache les savoirs aux démarches qui sont demandées aux étudiants, parce que évidemment, pour effectuer ces démarches, on s'appuie forcément sur des notions juridiques. Il faut bien comprendre, avoir des connaissances juridiques pour mettre en œuvre ces différentes démarches. Donc voilà, des savoirs qui sont parfois repris tels quels, parfois reformulés, et c'est finalement un atout pour nous enseignants, puisqu'on peut, nous aussi, de notre côté, reprendre et détailler, un peu décliner ces différentes notions juridiques. D'accord. J'entends aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette fameuse profondeur de gamme du savoir juridique peut parfois prêter à débat, pour le moins. Donc c'est alors on arrive à partir de maintenant dans des indications des indications contenues dans le guide pédagogique qui ne sont pas nécessairement des indications de reprise du référentiel, mais on entre là maintenant dans l'ordre du conseil. Oui, effectivement, par exemple, si on a bien saisi le 3e indicateur, choix pertinent et adaptation des clauses à la situation, eh bien, le guide pédagogique vient parfois limiter, mais c'est évidemment un conseil, par exemple, dans la mise en œuvre de ces indicateurs d'évaluation. Par exemple, pour la pratique des baux, il est clairement indiqué à la fin du 3e paragraphe, il n'est pas attendu des étudiants de rédiger l'intégralité d'un bail. Donc, c'est un conseil. Après, liberté pédagogique, si on souhaite proposer finalement ce type d'activité à nos étudiants, c'est tout à fait possible, mais il faut savoir que finalement, ce n'est pas une attente explicite du référentiel. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire à la fois si on a le temps, si on en a l'occasion, si un dossier concret présenté par une étude amie et partenaire se présente, oui. Mais pas nécessairement une obligation. Exactement. Ça permet de nous adapter aux différents profils de nos étudiants. Alors, toujours dans le domaine du conseil, là, les premiers conseils étaient sur jusqu'où on va, mais les conseils formulés par le guide d'accompagnement pédagogique peuvent aussi aller sur le comment on s'y prend. Oui, exactement. Par exemple, au début du 2e paragraphe, vous voyez que est précisé le professeur peut prendre appui sur des contrats déjà conclus. C'est certainement ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons déjà actuellement, c'est-à-dire de partir de documents professionnels que nous retravaillons. Et donc, dans ça, finalement, que l'on construit des contextes didactisés pour partir finalement de situations réelles et bien favoriser l'attitude professionnelle et les compétences professionnelles de nos étudiants. Et donc, régulièrement, dans le guide pédagogique, on nous précise finalement sur quel type de documents, support, nous pouvons finalement développer nos dossiers. Il est parfois aussi proposé, vous voyez à la fin du 2e paragraphe, des conseils pour pouvoir organiser finalement notre travail, notre démarche pédagogique. Par exemple ici, ça s'y prête pour la pratique des baux, c'est-à-dire le professeur peut faire établir un tableau comparatif pour aider les étudiants à distinguer les différents types de baux, puisque finalement le fait de lier, distinguer, caractériser, va favoriser la conceptualisation de ces savoirs. Et enfin, les transversalités. Alors, les transversalités que vous pouvez bien sûr tous comprendre à la lecture du référentiel, mais qui, quelque part, vous sont facilitées ici, puisque, d'une certaine façon, le guide pédagogique est une lecture du référentiel et qui met en valeur un certain nombre de choses, dont les transversalités. Ce qui fait que pour cet exemple de l'activité numéro 2 du bloc 3,
voyez qu'on s'y habitue à ces numérotations assez rapidement. Donc sur la pratique des baux, vous avez mis dans ce guide pédagogique mis en exergue les différentes transversalités avec les autres blocs, c'est cela? Oui, effectivement, c'est pas toujours évident quand on s'empare d'un nouveau référentiel d'avoir très rapidement une vue d'ensemble et d'établir des liens en fait entre les différents blocs de compétences, les différents enseignements. Et donc ici, vous voyez en vert, le guide pédagogique justement vient préciser pour qu'on ait tout de suite en fait et très rapidement la faculté d'établir des liens et puis d'établir des progressions communes avec nos collègues. Donc par exemple, sur cette activité 2, la pratique des baux, il est bien précisé qu'il y aura un approfondissement des notions juridiques, par exemple d'obligation et de contrat, avec le bloc de compétences 7, donc je rappelle les éléments fondamentaux du droit, mais également cette activité 2, eh bien, prend appui avec le bloc de compétences 1, qui est l'accompagnement du client dans le respect des règles déontologiques et notamment sur l'explication au client du statut d'officier public et ministériel et de la mission de service public du notaire par rapport au bail authentique. Et un petit peu plus loin, vous voyez que dans le cadre de la mise en œuvre des démarches, formalités préalables et formalités postérieures, eh bien, on peut tisser des liens avec le bloc de compétences 1, notamment pour étudier la demande du client et constituer son dossier. Donc, ce guide favorise, enfin, en tout cas, nous aide à tisser des liens et à rapidement voir quelles sont les transversalités avec les autres blocs de compétences. Donc, en fait, vous nous donnez envie de le lire. Oui, j'espère. Merci à tous. Nous avions la lourde tâche, non pas de clore cette première partie, mais d'être la dernière petite brique de cette première partie. Donc, nous rendons la parole à Madame Gagné et on vous remercie de nous avoir écoutés.